VOA Afrique. Très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous. Après la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire vote ce dimanche 25 octobre pour élire son président. Un scrutin jugé crucial dans un pays marqué par la guerre civile de 2010-2011. 8 candidats sont engagés dans cette joute présidentielle ivoirienne, dont Alassane Ouattara, qui brigue un second mandat. Enjeux et perspectives dans la prochaine demi-heure. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. Nous sommes le jeudi 22 octobre 2015. Les regards sont donc braqués sur l'Afrique de l'Ouest, où la Guinée vient de réélire Alpha Condé dès le premier tour de la présidentielle. Après moult critiques et polémiques, l'opposition guinéenne, par la voix de son leader Cellou Dalein Diallo, ne veut plus saisir la Cour constitutionnelle pour contester les résultats, mais promet le moment venu d'appeler à des manifestations pacifiques. En Côte d'Ivoire voisine, plus de 6,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Aux urnes dans 3 jours, près de 20 000 bureaux de vote sont répartis à travers le pays. Donné favori, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, vise également une réélection au premier tour. L'opposition crie déjà à une combine électorale. D'Abidjan, le reportage d'Émilie Yob, rendu ici par Éric Maniraki. La campagne électorale bat son plein à Abidjan. Le président sortant est largement donné favori pour un deuxième mandat de 5 ans. Alassane Ouattara a reçu le soutien du PDCI, l'un des plus grands partis politiques de la Côte d'Ivoire, un pays qui connaît une croissance économique rapide sous sa présidence. Un bilan qui satisfait l'électeur Tahirou Ouattara. Il nous a construit le 3e pont Henri Konan-Bédié. Il a fait qu'il y a l'eau potable en Côte d'Ivoire, l'électricité partout, la couverture maladie universelle. Il a fait des routes. Le scrutin est crucial pour le pays après les violences post-électorales qui ont fait au moins 3000 morts il y a 5 ans. Les partisans de Ouattara et du président d'alors Laurent Gbagbo se sont affrontés pendant des mois. Gbagbo avait refusé de démissionner après avoir perdu la présidentielle de 2010. Il a finalement été renversé et arrêté. L'ex-président attend son procès à la Cour pénale internationale. Le parti de Gbagbo, le Front populaire ivoirien, FPI, est plus divisé que jamais. L'ancien ministre Pascal Affi-N'Guessan est le candidat officiel du parti, mais le fantôme de Gbagbo plane toujours. Ce qu'il a dit pour qu'il puisse le soutenir est qu'il doit libérer Gbagbo, Simone et Yves Gbagbo et puis Blé Goudé. Depuis sa cellule à la CPI, Laurent Gbagbo a déclaré qu'il n'endossait aucun candidat. Depuis des semaines, le prétendant de la coalition CNC, Charles Konan Banny, ancien Premier ministre, n'a cessé de répéter que les conditions n'étaient pas réunies pour des élections libres et justes. Pour lui, la commission électorale est penchée sur Ouattara. Ce mardi, il a dénoncé l'officier électoral en s'appuyant sur quelques exemples d'irrégularités présumées. Cette liste comprenait des doublons. Et je le maintiens. 2 autres candidats se sont retirés de la course. Amara Essi et Mamadou Koulibaly ont accusé la commission électorale de partialité. Mais la commission a préféré placer sa priorité sur le thème des élections calmes et va déployer 3000 observateurs à travers le pays. Néanmoins, le camp Ouattara, qui ne doute pas de sa victoire, redoute plutôt le faible taux de participation. Pour nous, notre adversaire s'appelle taux d'abstention. Et donc nous, on travaille contre cet adversaire qui en réalité est celui qui peut nous affronter réellement. L'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, Madame Bakayoko Nodion Diomandé, fondatrice du RFR dans la région de Washington. Le RFR, c'est le Rassemblement des femmes républicaines, l'aile féminine du RDR, parti du président Ouattara. En direct de Paris, Éric Caé, ministre du Commerce entre janvier 2001 et août 2002, sous l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Il est également président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la
la démocratie. Depuis Abidjan, Fernand Julien Gauze, président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire. Docteur Bakayoko, bienvenue. Alors, vous faites campagne ici dans la capitale américaine pour le président Ouattara, ultra favori, on l'a entendu, mais déjà contesté. Il y a déjà eu un appel au boycott. Amara Essi, qui s'est donc retiré de la course présidentielle, a parlé de combine électorale et a eu ceci à dire. Tout semble mis en place pour un passage en force. Si nous n'y prenons garde, nous nous acheminons vers une crise post-électorale de trop. Vous répondez quoi à ces critiques? Pour répondre à ces critiques, les institutions étatiques sont en place et fonctionnent. La CEI, qui est la commission électorale indépendante, est conforme à son mandat et fonctionne selon le texte qu'ils l'ont créé. Il y a une loi que nous devons respecter. Mais le même ici a évoqué la distribution à la hâte des cartes d'électeurs et l'absence de toilettage du fichier électoral. Pour lui, il n'existe aucune garantie d'accès équitable sur toute l'étendue du territoire pour tous les candidats ou leurs représentants. L'indépendance de la commission électorale, justement, a également été mise en doute. N'est-ce pas là un processus électoral pour le moins faussé, docteur? Non, le processus électoral n'est pas faussé parce que les lois ont été votées. Les lois sont passées à l'Assemblée nationale. La CEI est en place conforme au texte qu'ils ont créé. Au départ, l'opposition aurait certaines réserves. Oui. Ces réserves ont été résolues, prises en compte par le gouvernement. Le texte est passé et ils étaient tous d'accord pour les règles qui sont en place actuellement pour la CEI. Oui. Donc je ne vois pas, c'est des lois. Mais la CEI était-elle vraiment préparée? Parce que là, je viens de voir un communiqué. Finalement, la CEI va accepter la carte nationale d'identité. Alors, est-ce que ça n'ouvre pas la voie quand même à de présumés abus? Non, pas du tout alors. Parce que, vous savez, le président Alassane Ouattara est un président démocrate. Et la CEI, elle est indépendante. Il y a eu 2 réformes qui ont été apportées à la CEI en 2014, en juin et en octobre. Et les tenants aujourd'hui de l'opposition, ils ont pris part à ces débats. Et non seulement cela, je vais plus loin pour dire Bani, il est arrivé, il est représenté, tous les partis politiques sont représentés. Bani, il est venu au dernier moment parce qu'avec l'appel de Daokro, le PDCI qui s'est rallié avec le RHDP, la CEI était déjà constituée. On ne va pas attendre les derniers qui sont venus pour refaire la CEI, la commission électorale indépendante. Ils ont participé, c'est la loi. Quand la loi nous arrange, on ne se plaint pas. Quand ça ne nous arrange pas, on se plaint. C'est la loi. Moi, je pense que ce débat, il est clos. Éric, parce que ça a été voté. J'imagine que vous voulez réagir, mais nous l'avons vu tout à l'heure, beaucoup d'Ivoiriens se réjouissent du bilan de Ouattara et les chiffres sont là pour le prouver. La Banque mondiale note que les progrès réalisés depuis 2011 sont incontestables. Le taux de croissance s'est établi à 10,7% en 2012. Le gouvernement revendique la création de plus d'1 million d'emplois grâce aux 20 000 nouvelles entreprises créées en 3 ans. Et pour Paris, le président Ouattara a su regagner la confiance des bailleurs internationaux. L'opposition fait-elle preuve de démagogie en faisant l'impasse sur ce bilan plutôt reluisant que les Ivoiriens veulent bien plébisciter? C'est à moi la parole? Oui, c'est à vous, Éric Caillé. Allez-y. Merci beaucoup. Écoutez, je ne veux pas faire dans la polémique des progrès réalisés parce que lorsque vous avez les ressources du PPTE gagnées par votre prédécesseur et que vous avez ensuite un endettement important, je pense que tout bon gestionnaire aurait peut-être fait mieux parce que le plus important, ce n'est pas de savoir ce qui a été fait, c'est dans quelles conditions cela a été fait. 1 million d'emplois de créés, je vois que le chômage est très endémique et très important à Abidjan, donc ce n'est pas vraiment faire preuve de mauvaise foi, mais c'est plutôt faire preuve d'un réalisme certain. Oui. Parce que je pense que les discours, les intentions sont ce qu'elles sont, mais la réalité du terrain aujourd'hui est ce qu'elle est. Vous savez, on peut, disons, afficher des croissances à 2 ou 10 chiffres et puis ensuite se retrouver avec une paupérisation galopante. Votre correspondant qui est à Abidjan témoignera en tant qu'observateur neutre
de la situation de pauvreté, disons, endémique en Côte d'Ivoire. Mais l'opposition elle-même, qu'est-ce qu'elle offre? Faire dans la polémique de... Alors, l'opposition elle-même, qu'est-ce qu'elle offre? Une opposition divisée à l'image du FPI. Son président et candidat Pascal Afien-Guessant est contesté par une partie des militants qui souhaitent boycotter le scrutin. L'ex-patron de ce parti, Laurent Gbagbo, a démenti toute consigne de vote. Éric Aye, est-ce une opposition bancale, dispersée, qui n'a rien de concret à proposer aux électeurs ivoiriens? Non, mais le problème, ce n'est pas l'unité de l'opposition qui doit intéresser la démocratie ou la République. Je voudrais simplement rappeler en une seule minute que l'arrivée au pouvoir s'est réalisée en 2011 dans des conditions tragiques. Vous avez parlé de 3000 morts, certains vendent des chiffres beaucoup plus importants. La réconciliation attendue par la communauté internationale et surtout par les Ivoiriens n'a pas eu les résultats escomptés. Elle semble être un boulet à notre cohésion sociale. Certes, on peut dire qu'elle ne se décrète pas, mais elle exige du courage, de la justice, de l'équité et une vision d'un homme d'État. Je vous rappelle aussi qu'en Côte d'Ivoire, la passation des services, la passation des charges ne s'est jamais passée de façon régulière entre un président sortant et un président entrant. Pour mémoire, le président Félix Houphouët-Boigny est décédé en 1993. Le président Bédié lui a succédé, il n'y a donc pas eu de passation de charges. Le président Bédié est parti par un coup d'État, donc il n'y a pas eu de passation de charges avec le président Guéhi, qui lui-même est parti dans des conditions difficiles parce qu'il y avait une contestation des résultats. Et il n'a pas eu de charges avec le président Laurent Gbagbo, qui, bien que déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a été déposé. Donc, ce que nous avons souhaité, c'est de faire en sorte que les élections se déroulent dans des conditions qui puissent permettre aujourd'hui en Côte d'Ivoire de retrouver la cohésion. Vous avez une CEI qui est déséquilibrée et qui est trop favorable. Et je ne sais pas de quelle loi l'on parle lorsqu'on parle de cette CEI qui, dans sa composition, est à 46,15% favorable au pouvoir, 30,75% supposé neutre et qui ne consacre que 23% d'opposition. Je pense qu'il faut travailler sur la base de documents, de chiffres et non pas seulement d'affirmations. Je voudrais maintenant m'adresser à Fernand Julien Goz. La révision de la liste électorale. On va y revenir. Vous savez, il faut donner la parole à tout le monde. Ce rendez-vous, Fernand Julien Goz, ce rendez-vous, vous venez d'entendre, électoral est jugé important pour la stabilisation de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2010-2011. J'imagine que vous arrivez à tâter le pouls sur le terrain. Les Ivoiriens sont-ils confiants que leur pays s'achemine vers une élection apaisée ce dimanche? Confiant, je ne sais pas, mais angoissé, stressé et totalement divisé malheureusement sur la conduite à tenir. Si l'on s'en tient aux consignes, aux mots d'ordre qui ont été donnés de manière opposée, contradictoire et parfois même de façon croisés et opposés par les différents camps, je pense que les Ivoiriens sont perdus un peu dans une certaine mesure. La Côte d'Ivoire est malheureusement encore une fois à la croisée des chemins et les perspectives électorales qui s'annoncent créent ici et là la psychose, l'angoisse, mais en même temps, bien sûr, l'espérance qu'au moins pour une fois, on saura vaincre le signe indien et que la Côte d'Ivoire saura renouer avec le minimum j'allais dire, de respectabilité démocratique qu'on est en droit d'attendre d'une nation relativement moderne dans le contexte africain. Oui. Alors, près de 34 000 soldats, dont 6 000 casques bleus, vont être déployés pour assurer la sécurité lors du scrutin. Un tel renforcement des mesures sécuritaires rassure-t-il au moins les Ivoiriens? Alors, la peur que les Ivoiriens ressentent n'est pas tant liée à la présence ou à l'absence des contingents de police et de gendarmerie ou d'armée. Cette présence, du moins cette peur est nourrie par, j'allais dire, toute cette peur diffuse, cette menace invisible où chacun regarde l'autre avec suspicion et méfiance, plutôt que d'aller la fleur au fusil vers le rendez-vous quinquennal qui donne la possibilité à chaque Ivoirien de donner la légitimité à ceux qui sont appelés à gouverner la nation pour les 5 prochaines années. Donc on peut côtoyer la police sans être en sécurité, comme on peut se sentir rassuré de voir la police ou la gendarmerie à ses côtés. Mais dans tous les cas, vous savez que la peur, c'est un élément psychologique que l'on ressent. Et même au milieu d'une foule hilar et joyeuse, on peut se sentir en insécurité, comme on peut se sentir
en sécurité au milieu, donc, si vous voulez, entre le croisement des feux. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les Ivoiriens s'interrogent. Que faire? Il y en a qui se demanderont demain, est-ce qu'il faut vraiment y aller? Ils vont y aller en étudiant les gestes et les mouvements de foule, en regardant à gauche, à droite. Et je pense finalement, malheureusement, que nous n'allons pas à ces élections dans le meilleur contexte qui eût prévalu normalement, qui aurait dû prévaloir normalement après ce que nous avons connu comme traumatisme et comme situation dommageable en 2010. Tatiana Mosso, envoyée spéciale de VOA Afrique à Abidjan, nous rejoint au téléphone. La campagne prend fin demain, vendredi, mais d'aucuns parlent de manque d'engouement, on vient de l'entendre, pour cette échéance électorale. Quelles en sont les raisons ? Alors écoutez, je pense que la raison première, c'est comme vos différents invités l'ont dit, ce traumatisme, on le sent encore à Abidjan, ce traumatisme post-électoral de l'élection de 2010-2011, des jeunes qui ont à peine 20 ans, 25 ans, vous le dites, dans les rues ici à Abidjan, ils ont eu un petit peu peur d'aller retirer leur carte d'électeur. Finalement, on leur dit que s'ils la retirent, ils pourront s'en servir après dans leur recherche d'emploi. L'emploi, il faut savoir que c'est ce qui va être aussi l'un des enjeux du second mandat de Alassane Ouattara si jamais il est réélu, ainsi que l'enjeu pour le futur président qui de toute façon prendra la tête du pays. Alors 80%, c'était le chiffre record du taux de participation il y a 5 ans, lors du premier tour. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas les chiffres officiels concernant le retrait des cartes d'électeurs, mais une chose est sûre déjà, c'est que au regard des premières observations et des premières analyses, ce taux de participation ne devrait pas être atteint, puisque peu de gens ont récupéré leur carte d'électeur et il faut savoir que cela fait déjà une semaine qu'il est encore impossible. Alors est-ce que le fait que les gens puissent voter avec une carte d'identité va les inciter à aller plus facilement dans les bureaux de vote? La réponse, évidemment, on l'aura dimanche soir après les premiers résultats, du moins de ce taux de participation-là. Mais il faut savoir que les Ivoiriens semblent plutôt crispés à l'idée de cette nouvelle échéance électorale, même si tous veulent évidemment que le pays avance. Oui, et on a vu ce communiqué de la commission électorale, maintenant qui va accepter la carte d'identité nationale. Alors le danger d'une faible participation, j'y reviendrai un peu plus tard avec mes invités. Nous aborderons également la question de la réconciliation ivoirienne. Washington Forum revient après une courte pause. Jacques Aristide de retour avec vous, présidentielle ivoirienne, enjeux et perspectives, le thème de ce Washington Forum. D'emblée, les commentaires Facebook. Dauphiny Zoom Théo de Tougouzou aux Alem, Côte d'Ivoire. Si l'opposition était unie, peut-être elle aurait pu inquiéter le président sortant. Abdoulaye Diallo de Guinée-Conakry. La seule chose que je dirais à la commission électorale est de travailler avec une grande transparence pour que le meilleur gagne et que les résultats soient acceptés de tous afin d'éviter tout conflit post-électoral. Ouedraogo Youssouf de Yamoussoukro. Quoi qu'on dise, d'énormes défis restent à relever, notamment sur la réconciliation, la justice et surtout les réformes structurelles et institutionnelles pour la marche sereine de la Côte d'Ivoire vers la prospérité et le développement. Cédric Mouetende de Kinshasa, RD Congo. Chez nous, en Afrique, le président qui organise les élections est celui qui sera directement élu ou gagnera par la fraude, la tricherie et l'injustice. Nous retrouvons nos invités, Dr Bakayoko Nodjon Diomandé du Rassemblement des femmes républicaines de Washington DC, Éric Kaé, ex-ministre ivoirien du Commerce, et Fernand Julien Goz de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire.
Une petite parenthèse pour parler du référendum de dimanche au Congo-Brazzaville. Plusieurs médias font état d'un calme précaire ce jeudi après les affrontements meurtriers en début de semaine. Les opposants au référendum qualifient de coup d'État constitutionnel cette consultation sur un projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 30 ans de pouvoir à la tête du pays, de briguer un troisième mandat l'an prochain. Le troisième mandat, un débat qui fait rage dans d'autres pays africains également. Nous l'avons déjà vu au Burkina Faso et au Burundi. Nous le voyons en RD Congo, au Rwanda et au Bénin. Fernand Julien Goz, l'Union africaine doit-elle se montrer dure à l'égard de ces présidents qui font tout pour se maintenir au pouvoir au-delà de la durée légale? Oui, bon, je ne sais pas s'il faut parler de dureté, mais elle doit être conséquente avec elle-même. L'Union africaine a adopté un ensemble de mesures qui tendent à canaliser, encadrer les processus démocratiques en Afrique. On a donc ce cadre légal. Et l'Union africaine, malheureusement, semble montrer une certaine flexibilité, un souci de compromis, peut-être du fait de l'environnement diplomatique qui prévaut dans ce genre d'organes, mais malheureusement, une vision claire et une approche stricte. Et en même temps que la lutte absolue contre la faiblesse interne et de cette forme de partialité aurait dû conduire l'Union africaine déjà depuis quelques années à mettre en place des garde-fous qui mettent le continent à l'abri de tous ces soubresauts, de toutes ces situations qu'on peut prévoir, et puisqu'elles s'annoncent longtemps à l'avance. Les tractations, les supputations ou les frémissements se sentent depuis déjà un moment. Donc on aurait pu, je pense, endiguer tout cela, anticiper et agir. Malheureusement, c'est la loi du compromis qui semble l'emporter sur notre continent. Voilà, retour à la Côte d'Ivoire avec un coup d'œil rapide sur les 7 candidats rivaux du président sortant, Alassane Ouattara. Les indépendants, Charles Konan Banny, ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Kouadio Konan Siméon, qui en est à sa deuxième tentative après sa première il y a 5 ans, et Kouadio Konan Bertin, dit Kakabe, le plus jeune des 8 candidats. Pascal Afien-Guessant, je vous le disais, au titre du Front populaire ivoirien, le député, vice-président du Conseil régional du Sud, Komé Kakou Bango, se présente également, et les 2 seules femmes candidates, Jacqueline Claire Kouangoua et Henriette Lagou. La Côte d'Ivoire est marquée par une réconciliation nationale difficile. L'opposition dénonce une justice des vainqueurs et des ONG rappellent que les pro-Ouattara n'ont pas été inquiétés pour leur rôle lors de la crise post-électorale. Pour beaucoup d'Ivoiriens, le pays est scindé en 2. Docteur Bakayoko, que répondez-vous au candidat Kakou Bango qui affirme que Ouattara ne veut pas la réconciliation? La réconciliation n'est pas un tissu qui sera raccommodé du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. D'ailleurs, je félicite le président Ouattara. Au lendemain de son élection, il a créé la CDVR, qui est la commission de réconciliation, dialogue, vérité et réconciliation, au lendemain de son élection. Et il a mis à la tête un illustre fils du pays, le Premier ministre Charles Konan Banny. Et Charles Konan Banny a donné le rapport de son travail. Et le président Alassane Ouattara applique certaines règles de ce rapport. La preuve, aujourd'hui, nous assistons à l'application des recommandations faites par le CDVR. L'une des applications est l'indemnisation des victimes, qu'il a commencé. Et aussi, le processus est en cours et ça avance au fur et à mesure. C'est un travail de longue haleine et le président, il s'investit vraiment dans la réconciliation. Il y a également cette question de l'ivoirité des candidats qui revient sur le tapis. Alors, il y a certains candidats qui ont fait ressurgir ces vieux démons identitaires durant la campagne. Éric Kaé, pourquoi une partie de l'opposition fait de ce sujet son fonds de commerce? Cela n'aide en rien le processus de réconciliation, n'est-ce pas? Bon, vous avez heureusement que vous dites une partie de l'opposition. Bon, c'est des idées qui ont été émises par-ci, par-là.
je dois avouer que c'était relativement à une décision du Conseil constitutionnel qui faisait donc du candidat M. Alassane Ouattara, disons, un candidat dérivé. Bon, je pense que personnellement, à l'AIRD, nous n'en faisons pas notre cheval de bataille. Mais surtout, la réconciliation reste pour nous un élément clé et le fonctionnement des institutions républicaines reste pour nous un des éléments clés. Au-delà de l'unité de l'opposition, ce qui est important, c'est l'égalité des chances, de donner à chaque candidat la possibilité de l'accès aux médias d'État, la possibilité de faire campagne librement sans être inquiété. Et quand, quelquefois, on attend les partisans du parti au pouvoir faire le bilan de l'action politique, on dit la CDVR, mais le président de la CDVR, qui est M. Bani Konan lui-même, a dit qu'il a été nommé à cette commission, mais on ne lui a pas donné les moyens pour faire son travail comme il se devait. Peut-être est-il candidat maintenant, c'est pour ça qu'il le dit. Donc ce qui nous importe ici, c'est vraiment de faire fonctionner la République. Vous savez que dans la définition d'une République, le principe de la République, c'est que c'est la loi qui est le roi, alors que dans un régime autocratique, c'est le roi qui est la loi. Et nous sommes au regret de constater qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas réussi par un dialogue politique sincère à évacuer toutes nos craintes et toutes nos angoisses. Et cela est vraiment bien regrettable. Vous avez vu tout à l'heure les constats de M. Julien Gauze, qui, en tant que responsable d'une ONG, a quand même une neutralité qui est incontestable. Mais moi, je pense que nous ne devons plus conduire en regardant exclusivement dans le rétroviseur. Nous devons nous projeter à l'avant. Je vais vous demander d'être vraiment précis, concis. Fernand Julien Gauze, justement, les candidats ont-ils au moins proposé chacun un plan pour régler les vrais problèmes qui préoccupent les Ivoiriens? Vous savez, il y a la corruption, il y a la pauvreté, il y a la sécurité et le radicalisme religieux même est près des frontières. Oui, je pense que les candidats qui ont pu présenter leur programme à la télé ont fait pendant 2 heures le tour des principales propositions qu'ils voulaient faire à la nation, leur programme de gouvernement, leurs ambitions pour la Côte d'Ivoire, leurs projets. Tout cela a été bien explicité pour ceux qui, parmi eux, ont bien accepté de continuer, enfin accepté de continuer le jeu démocratique et donc se sont prêtés au jeu des questions tournantes des journalistes à l'écran. Je pense que ceux qui ont suivi l'ensemble de ces interventions se font aujourd'hui une idée à peu près claire de ce que les uns et les autres souhaitent faire pour la Côte d'Ivoire. Donc je pense que ça a été explicité. Maintenant, s'il faut entrer dans les détails, on verra que, évidemment, ils ne peuvent pas tous avoir le même plan, les mêmes ambitions. Il y en a qui mettent beaucoup plus l'accent sur la lutte contre la pauvreté et la création de richesses, donc d'emplois. D'autres mettent l'accent sur la réconciliation, même si eux tous les fleurs d'une façon ou d'une autre. D'autres encore mettent l'accent sur la nécessité de, si vous voulez, créer les conditions d'un nouveau contrat social en Côte d'Ivoire pour que chaque Ivoirien, de quelque bord qu'il soit ou qu'il dans quelque partie du territoire il se trouve, bénéficie donc de ce qu'on appelle la prospérité partagée. Oui. Alors, voilà, donc nous avons... Docteur Bakayoko, un fort taux d'abstention reste-t-il de jouer au trouble fait et d'être l'adversaire numéro 1 du camp présidentiel, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, très rapidement? Oui, ce que je veux vous dire, la démocratie, elle est exigeante. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de choix et c'est la règle de la majorité. Les Ivoiriens ne sortent pas parce qu'ils ont quelque chose contre mon président. D'ailleurs, mon président est beaucoup plébiscité. Les Ivoiriens, ils ont déjà l'anxiété de l'ancienne élection. Sinon, autrement, la démocratie donne la possibilité à l'individu d'assurer sa préférence. C'est un choix qui s'exprime. Mais ça veut dire quoi si les électeurs ne sortent pas pour aller voter? C'est un peu comme une claque aussi. Mais non, monsieur, même le peu des gens qui vont sortir, vous allez voir le record. La majorité sera en notre faveur. Je vous le dis. Je remercie mes invités, Dr Bakayoko Nodion Diomandé du Rassemblement des femmes républicaines de Washington DC, Éric Kaé, ex-ministre ivoirien du Commerce, et Fernand Julien Gauze de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Rendez-vous la semaine prochaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Take care.